Dans ma famille, l'argent n'a jamais été seulement de l'argent. C'était toujours une menace silencieuse, quelque chose qui flottait dans l'air et changeait l'atmosphère de la maison sans que personne n'ait besoin de dire un mot. Depuis l'enfance, je le ressentais. Il suffisait que quelqu'un évoque un héritage, des biens, l'avenir, et les adultes devenaient tendus. Les conversations s'arrêtaient trop vite, comme si quelqu'un avait tiré le frein à main en pleine route. Mon père disait que l'argent séparait les gens. Il le disait avec un sérieux qui me faisait peur. Ce n'était pas un conseil. C'était un avertissement. Quand il est mort, j'ai vraiment cru que tout cela mourrait avec lui. Que le silence finirait par gagner. Je me trompais complètement. L'enterrement fut simple. Pas de grands discours, pas d'embrassades prolongées. Chaque membre de la famille semblait plus préoccupé par son propre malaise que par la perte elle-même. Ce jour-là, personne n'a parlé d'argent. Mais je le sentais, il était là. Invisible. En attente. Mon père n'avait pas laissé de testament. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Il possédait une petite propriété à la campagne, en France. Rien de luxueux. Une maison ancienne, entourée de terre, de souvenirs et d'histoires que plus personne ne semblait vouloir entendre. J'y ai grandi. Chaque recoin de cet endroit portait quelque chose de lui. Sa manière calme de réparer les choses. Le silence qu'il respectait. Son regard méfiant chaque fois que quelqu'un parlait d'affaires. Après sa mort, j'ai ressenti une étrange impression d'inachevé. Comme s'il était parti en emportant avec lui une part essentielle de la vérité. Pendant les premiers mois, personne n'a abordé le sujet de la maison. Ma famille semblait avoir conclu un pacte silencieux, faire comme s'il n'y avait rien à régler. Jusqu'à ce qu'une invitation arrive. Une réunion de famille. Pour discuter, disait-il. Rien de plus. Le ton du message était trop poli pour être innocent. Le jour venu, je suis retourné à la maison familiale. Cette même maison qui, soudain, me semblait plus petite. Plus froide. Moins vivante. Les meubles étaient au même endroit, mais quelque chose avait changé. Ou peut-être était-ce moi. Mes oncles étaient là. Des cousins aussi. Tous assis, trop organisés, comme si cette réunion avait été répétée. Il ne manquait que mon père, à la tête de la table. C'est ma tante qui a commencé à parler. Elle a dit qu'il était temps de régler les choses. Elle a dit que mon père avait été irresponsable de ne pas tout laisser par écrit. Elle a dit que la famille devait penser à l'avenir. Elle parlait beaucoup. Mais elle n'a pas prononcé une seule fois le mot « manque » ou « douleur ». Je suis resté silencieux. À observer. À remarquer comment chaque mot semblait soigneusement choisi. Comme si tout le monde savait exactement ce qu'il voulait, sauf moi. Puis est venue la phrase qui a tout changé. La maison doit être vendue. Le silence qui a suivi était lourd. J'ai senti ma poitrine se serrer. Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier. C'était là que j'avais grandi. Là où mon père avait vécu. Là où une partie de notre histoire respirait encore. J'ai demandé pourquoi. La réponse a été trop rapide. C'est ce qu'il y a de plus juste pour tout le monde. Juste. Ce mot a résonné dans ma tête. Juste pour qui? Quand j'ai demandé s'il existait un document, un accord laissé par mon père, ils ont échangé des regards. C'est à ce moment-là que j'ai compris, il y avait des choses que j'ignorais. Et peut-être des choses qu'il ne voulait pas que je sache. L'un de mes oncles a dit que mon père avait mentionné, des années plus tôt, vouloir tout partager équitablement. Un autre a affirmé qu'il voulait vendre de son vivant. Chacun semblait avoir sa propre version de la même histoire. Mais aucune n'était accompagnée de preuves. Tout cela a commencé à me déranger profondément. Mon père était un homme simple, mais pas confus. Il réfléchissait avant d'agir. Il gardait des choses. Il planifiait en silence. Alors pourquoi tout semblait-il si improvisé? Je suis sorti de cette réunion avec l'impression d'être poussé vers une décision qui n'était pas la mienne. Et, pour la première fois, j'ai commencé à me méfier de ma propre famille. Les jours suivants, je suis retourné seul à la maison de campagne. J'avais besoin de réfléchir. De respirer loin de tout le monde.
J'ai marché sur la propriété comme je le faisais plus jeune. J'ai touché les murs. Ouvert de vieux tiroirs. Regardé des cartons oubliés au fond d'un placard. C'est là que j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un vieux dossier. Caché. Avec des papiers qui ne correspondaient pas au discours que j'avais entendu. Des documents anciens. Des notes. Des enregistrements indiquant que mon père avait effectué des démarches dont personne n'avait parlé. Il y avait des dates, des montants, des noms. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas définitif. Ce n'était pas un testament officiel. Mais ce n'était pas rien non plus. C'était une piste. Une fissure dans le récit qu'on m'avait présenté. À cet instant précis, j'ai compris une chose. Cette histoire ne concernait pas la vente d'une maison. Elle parlait de contrôle. De qui aurait l'avantage lorsque tout serait révélé. Je suis rentré chez moi avec plus de questions que de réponses. Et, curieusement, personne ne m'a contacté les jours suivants. Aucun message. Aucun appel. Comme s'ils attendaient, ou comme s'ils avaient peur de ce que je pourrais découvrir. J'ai passé des nuits blanches à relire ces papiers. À essayer de comprendre ce que mon père voulait réellement. À tenter d'assembler des pièces qui semblaient refuser de s'emboîter. Et plus je lisais, plus une chose devenait claire. Mon père ne faisait pas totalement confiance à sa propre famille. Cette réalisation m'a fait plus mal que je ne l'aurais imaginé. J'ai toujours cru que, malgré les conflits, nous étions unis. Mais là se trouvait la preuve que quelque chose se construisait en silence depuis longtemps. Quelque chose qui menaçait maintenant d'exploser. J'ai commencé à me demander. Combien de familles vivent cela sans jamais en parler? Combien d'histoires similaires restent enfouies, attendant que quelqu'un ait le courage de les affronter? Peut-être que toi qui écoutes cette histoire maintenant as déjà vécu quelque chose de semblable. Peut-être que quelqu'un dans ta famille a changé quand l'argent est entré en jeu. Peut-être as-tu ressenti, toi aussi, cette sensation étrange d'être entouré, mais seul. À ce moment-là, je ne savais pas encore jusqu'où tout cela irait. Je ne savais pas qui mentait. Ni qui était prêt à aller trop loin. Mais une chose était sûre. Cette réunion n'était que le début. Et le silence de ma famille était loin d'être innocent. Il y a un moment précis où tout bascule. Pas avec un cri. Pas avec une dispute. Mais avec une sensation. Pour moi, ce moment est arrivé le soir où j'ai compris que le silence de mon père n'avait jamais été une absence, mais une stratégie. Depuis l'enterrement, la maison familiale n'était plus la même. Les murs semblaient écouter. Chaque pièce gardait une tension invisible, comme si quelque chose attendait d'être révélé. J'y dormais mal. J'y respirais mal. Et pourtant, je continuais d'y revenir, encore et encore, incapable de m'en détacher. Les documents que j'avais trouvés restaient cachés dans mon sac, soigneusement rangés dans une chemise cartonnée. Je ne les consultais plus devant les autres. Seulement tard le soir, quand tout le monde dormait. Comme si ces papiers pouvaient trahir leur présence s'ils étaient vus à la lumière du jour. Ce qui me troublait le plus, ce n'était pas ce qu'ils disaient. C'était ce qu'ils suggéraient. Mon père n'avait jamais été un homme désorganisé. Tout ce qu'il faisait suivait une logique précise. Or là, je voyais des démarches commanditées, jamais finalisées. Des rendez-vous annulés. Des signatures manquantes. Comme s'il avait volontairement laissé les choses incomplètes. Et cette question revenait sans cesse. Pourquoi laisser quelque chose d'inachevé, si ce n'est pour forcer quelqu'un à continuer? La pression de la famille n'a pas tardé à monter. Ma tante a été la première à m'appeler. Sa voix était calme, presque maternelle. Elle disait comprendre mon deuil. Elle disait vouloir m'aider. Elle disait que mon père aurait voulu que les choses soient simples. Mais ces phrases étaient pleines de sous-entendus. Elle parlait de la maison comme d'un poids. Elle parlait de l'héritage comme d'un problème à régler vite. Elle parlait de l'argent comme si sa destination était déjà décidée. Puis ce fut mon oncle. Plus direct. Plus brutal. Il ne demandait pas. Il affirmait. Selon lui, il n'y avait rien à discuter. Tout devait être partagé, équitablement. Il répétait ce mot comme un mantra, sans jamais préciser ce qu'il signifiait vraiment. Équitable pour qui?
Selon quelles règles? Chaque conversation laissait un goût amer. Je commençais à comprendre que personne ne parlait réellement de mon père. Il parlait de ce qu'il laissait derrière lui. Et plus ils insistaient, plus une certitude grandissait en moi. Mon père avait prévu cette réaction. Un soir, en fouillant de nouveau dans son bureau, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas vu jusque-là. Une enveloppe glissée derrière une étagère. Pas de nom. Pas de date. Seulement une phrase écrite à la main, d'une écriture que je reconnaissais immédiatement. Ne te presse pas, observe. Ces mots m'ont glacé. Ce n'était pas une lettre d'adieu. Ce n'était pas une confession. C'était une consigne. À cet instant précis, j'ai cessé de me sentir comme un héritier. Je me suis senti comme un témoin. Les jours suivants, j'ai commencé à regarder ma famille autrement. À écouter ce qu'ils disaient, et surtout ce qu'ils évitaient de dire. Certains regards se détournaient trop vite. Certains silences duraient trop longtemps. Un détail m'a frappé, personne ne semblait réellement surpris par l'existence de documents incomplets. Comme s'ils savaient déjà que quelque chose clochait. Comme s'ils attendaient simplement que je fasse le premier pas. Je n'ai rien fait. Et ce refus d'agir a créé une tension nouvelle. Les appels sont devenus plus fréquents. Les messages plus insistants. Les visites plus imprévues. Un après-midi, alors que je rentrais à la maison, j'ai trouvé ma cousine dans le salon. Elle n'avait pas prévenu. Elle regardait autour d'elle comme si elle évaluait l'espace. Elle parlait doucement, mais ses questions étaient précises. Trop précises. Elle voulait savoir si j'avais trouvé autre chose. Elle voulait savoir si mon père m'avait parlé avant de mourir. Elle voulait savoir si je comptais garder la maison. À ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais pas seulement en train de gérer un héritage. J'étais en train de déranger un équilibre fragile. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai relu encore une fois la phrase de mon père. Observe. Alors j'ai décidé de le faire. Vraiment. Je n'allais rien révéler. Je n'allais rien signer. Je n'allais rien vendre. Pas tant que je n'aurais pas compris pourquoi mon père avait choisi le silence, et pourquoi tout le monde semblait si pressé de le faire disparaître. Et au fond de moi, une pensée s'est imposée, lourde, presque insupportable. Et si cet héritage n'était pas une récompense, mais une épreuve? Une épreuve destinée à révéler le vrai visage de chacun. À ce moment précis, je ne savais pas encore jusqu'où cette histoire allait aller. Mais une chose était certaine. Une fois que l'argent entre en jeu, même le sang devient négociable. Certains héritages ne révèlent pas la richesse, ils révèlent les intentions. Et parfois, ce qu'on découvre fait plus peur que la perte elle-même. À partir du moment où j'ai décidé de ne plus agir, tout a changé. L'inaction, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une absence de mouvement. C'est un message. Et dans une famille où chacun attend quelque chose de vous, ce message devient une provocation. Je le voyais dans leurs regards. Ils souriaient toujours. Ils demandaient toujours si j'allais bien. Ils faisaient semblant de respecter mon rythme. Mais quelque chose s'était durci. Comme si, derrière chaque mot gentil, une impatience grandissait. Le premier affrontement n'a pas eu lieu autour d'une table. Il a eu lieu dans un couloir. Je sortais de la maison quand mon oncle m'a bloqué le passage. Pas brutalement. Juste assez pour m'obliger à m'arrêter. Il m'a regardé longtemps, sans parler. Ce silence-là était calculé. Puis il a dit, calmement. Tu sais que tu ne peux pas décider seul. Ce n'était pas une question. C'était un rappel à l'ordre. Je lui ai répondu que je ne décidais rien. Que je prenais simplement le temps de comprendre. Il a souri, mais ses yeux sont restés froids. Comprendre quoi? A-t-il demandé. Il n'y a rien à comprendre. À cet instant précis, j'ai compris qu'il mentait. Pas forcément sur les faits, mais sur l'intention. Les jours suivants, les conversations sont devenues plus franches. Les masques tombaient lentement. Ma tante parlait de responsabilité familiale. Ma cousine évoquait l'équilibre. Mon oncle répétait que mon père aurait voulu éviter les conflits. Personne ne citait ces mots exacts. Personne ne parlait de ce qu'il avait réellement fait. Un soir,
j'ai décidé de tester quelque chose. J'ai laissé entendre, sans confirmer, que j'avais peut-être trouvé d'autres documents. Rien de précis. Juste une phrase vague, lancée au milieu d'une discussion banale. La réaction a été immédiate. Un silence brutal. Des regards échangés. Des respirations retenues. Personne n'a posé de questions. Mais tout le monde a écouté. Et ce silence-là m'a appris plus que n'importe quelle confession. Il savait. Ou du moins, il craignait quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas par peur. Mais parce que je comprenais enfin ce que mon père avait fait. Il n'avait pas laissé le chaos par négligence. Il l'avait laissé comme un test. Un test de patience. Un test de loyauté. Un test de vérité. Et je venais d'enclencher la suite. Parfois, le silence révèle plus que les mots. Et ceux qui savent, ont toujours peur qu'on comprenne. Quelques jours plus tard, la situation a basculé. Une réunion, familiale, a été organisée sans me demander mon avis. On m'a dit que c'était pour mon bien. Que c'était plus simple ainsi. Quand je suis arrivé, tout le monde était déjà là. Les décisions semblaient presque prêtes. On parlait chiffres. On parlait délais. On parlait de notaire. Je sentais que l'on m'observait. Comme si ma réaction comptait plus que ma réponse. Alors j'ai dit non. Un non simple. Sans justification. Sans colère. Ce mot a tout changé. La voix de mon oncle a monté. Ma tante a perdu son calme. Ma cousine a cessé de sourire. Les reproches ont commencé à pleuvoir. On m'a traité d'égoïste. D'ingrat. De traître à la famille. Et là, une évidence s'est imposée à moi. Ce n'était jamais une question d'héritage. C'était une question de contrôle. Il voulait que je signe. Que je valide. Que je ferme les yeux. Mon refus brisait une mécanique bien rodée. Quand je suis parti ce soir-là, mes mains tremblaient. Pas de peur. De colère contenue. Les jours suivants, la pression est devenue plus subtile. Des appels, amicaux. Des proches qui prenaient parti. Des phrases répétées comme des mantras. Ton père n'aurait pas voulu ça. Toujours mon père. Toujours utilisé. Jamais respecté. C'est alors que j'ai découvert un détail précis dans ces affaires. Une preuve que certains savaient, bien avant moi, que tout ne se passerait pas comme prévu. Ce n'était pas encore une révélation complète. Mais c'était suffisant pour comprendre que le conflit était désormais inévitable. À cet instant, une pensée lourde s'est imposée. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour ne pas perdre le contrôle? Et pour la première fois, j'ai compris que protéger cet héritage ne signifiait pas préserver la famille, mais accepter de la fissurer. Certains refus déclenchent des conflits. D'autres révèlent ce qui était déjà brisé. Je n'avais jamais cru que la vérité ferait autant de bruit. Pas parce qu'elle était choquante, mais parce qu'elle dérangeait un équilibre que tout le monde faisait semblant de respecter. Ce que j'ai découvert ce jour-là n'était pas caché au fond d'un coffre. Ce n'était pas un document secret protégé par un mot de passe. C'était quelque chose de volontairement laissé à portée de main. Comme si mon père voulait être sûr que, tôt ou tard, je tomberais dessus. Dans un classeur banal, entre des factures et des papiers sans importance, se trouvait une enveloppe. Sans nom. Sans date. Juste une annotation écrite de sa main. À lire seulement si tu refuses. À cet instant, j'ai compris. Mon refus n'était pas un accident. Il faisait partie du plan. À l'intérieur, plusieurs documents. Des copies. Des courriers. Et surtout, des preuves que certaines décisions avaient été prises bien avant sa mort. Des décisions qui n'avaient jamais été partagées avec moi. Mon père savait. Il savait que sa disparition déclencherait une lutte. Il savait que certains membres de la famille tenteraient de récupérer ce qu'ils considéraient déjà comme acquis. Mais surtout, il savait que quelqu'un devrait dire non. En lisant ces pages, j'ai senti un mélange étrange de colère et de soulagement. Colère d'avoir été mis dans cette position. Soulagement de comprendre que je n'étais pas fou. Que ce malaise, cette méfiance que je ressentais depuis le début, n'était pas de la paranoïa.
Tout était écrit noir sur blanc. Les montages. Les arrangements. Les décisions prises sans jamais me consulter. Et une phrase, à la fin, qui m'a coupé le souffle. S'ils te pressent, c'est qu'ils ont peur. Le lendemain, j'ai accepté de les revoir. Pas pour négocier. Pas pour expliquer. Mais pour observer. Ils parlaient beaucoup. Trop. Ils tentaient de contrôler la discussion. De m'emmener sur des détails secondaires. Mais je voyais clair désormais. Quand j'ai posé le dossier sur la table, le silence a été immédiat. Personne n'a demandé ce que c'était. Ils savaient. J'ai regardé chacun d'eux. Lentement. Sans agressivité. Et j'ai dit. Il aurait suffi de me dire la vérité. Ma tante a baissé les yeux. Mon oncle a serré les mâchoires. Ma cousine a cessé de jouer son rôle. Ce moment-là n'était pas explosif. Il était glacial. Parce que la vérité ne criait pas. Elle constatait. Je leur ai expliqué que je ne comptais pas les attaquer. Pas les dénoncer. Pas chercher à me venger. Mais que je ne signerais rien tant que tout ne serait pas clair. Tant que les choses ne seraient pas rééquilibrées. Ce qu'ils redoutaient le plus venait de se produire. Je n'étais plus manipulable. Les jours suivants, les tensions se sont apaisées. Pas parce que tout allait mieux. Mais parce que chacun avait compris ses limites. J'ai pris le temps. J'ai fait vérifier chaque document. J'ai reconstruit pièce par pièce ce que mon père avait tenté de protéger. Et dans ce processus, j'ai perdu quelque chose. L'illusion d'une famille unie. Mais j'ai gagné autre chose. La certitude que le respect ne vient pas du silence. Il vient du courage de regarder la vérité en face. Aujourd'hui encore, certains ne me parlent plus. D'autres font semblant que rien ne s'est passé. Mais je dors mieux. Parce que je sais que mon père ne m'a pas laissé un héritage matériel. Il m'a laissé une épreuve. Et une leçon que peu comprennent à temps. Index revers pointant vers la droite, blanc refusé peut parfois être la seule manière d'honorer ce qui compte vraiment. Et si vous étiez à ma place, auriez-vous signé pour préserver la paix, ou refusé pour préserver la vérité ?